partait du fait que, bon, la littérature s'entend pour souligner que pour que la francophonie soit vivante, ça prend une culture, ça prend des foyers culturels, ça prend de l'art, ça prend justement de la vie, et que c'est difficile de se projeter quand on ne sait pas à quoi on appartient, quand il y a des pans de notre histoire qui, on ne connaît pas, en fait, l'issue, qui ne nous appartiennent plus parce qu'ils ont été effacés des manuels. En fait, ils n'ont jamais été présents dans les manuels parce qu'ils ont été effacés de la mise en intrigue dominante. Et le chercheur est relativement bien outillé pour agir sur cette question-là. Moi, j'allais juste dire que je pense qu'il y a quand même des très, très beaux projets qui, justement, font des comparaisons entre différents espaces. Je pense, par exemple, à l'énorme projet dirigé par France Martineau, le français à la mesure d'un continent. Puis là, justement, on est vraiment en train de regarder et de comparer différents espaces. Puis elle n'est pas la première à faire ça avec une très belle et très bonne subvention du CRSH, par exemple. Il y avait aussi Monica Heller qui a fait ça sur la francophonie canadienne. Puis là, justement, on comparait différents espaces et ça faisait en sorte que on faisait se rejoindre sur un thème commun plusieurs chercheurs dans différents domaines, mais qui avaient un peu un ancrage dans chacun des différents points de la francophonie. Puis là, il y avait vraiment lieu de faire des comparaisons très intéressantes. Puis c'était aussi l'occasion de prendre conscience que, oui, il y a des similarités, mais il y a aussi beaucoup de différences. Puis de rester très, très conscient de ces différences-là qui existent au sein de la francophonie, des différents enjeux, des choses comme ça. Je pense que c'est le genre de projet qui sont très prometteurs, en fin de compte, pour développer ce champ d'études sur la francophonie. Donc encore là, c'est de donner une place centrale aux acteurs. Depuis, bon là, je baigne dans plusieurs travaux, plusieurs initiatives de recherche. Le postdoc traite de l'offre active, mais l'offre active de services en français, mais dans une perspective où je veux revaloriser la participation citoyenne dans l'évaluation et le développement des services. Je développe un projet aussi sur la capacité d'agir des commissaires linguistiques. Donc, pourquoi que, malgré qu'on ait ici plusieurs institutions à vocation linguistique qui ont une présence dans les institutions, pas dans les institutions, mais dans les fonctions publiques, comment ces institutions-là agissent de façon différente en fonction des capacités et des cadres qui leur sont dévolus. Et la boucle est bouclée avec un dernier projet sur lequel j'ai travaillé, qui en suspens pour l'instant, mais sur lequel je reviendrai, et où j'ai changé encore une fois d'échelle politique et je suis allé vers le local en réfléchissant au conseil scolaire, qui est une préoccupation qui est revenue. Les conseils scolaires et les municipalités comme espace de pouvoir pour la francophonie minoritaire. C'est comment on peut investir ces lieux-là et transformer notre situation. Donc, ce rapport-là à l'espace par le politique passe aussi par des acteurs qui investissent l'espace en vue d'agir politiquement. Comme ça, je le vois. En réfléchissant à l'avenir de la recherche, un sujet s'est rapidement imposé avec l'actualité pour moi cette semaine, et c'est les réflexions sur les limites de la judiciarisation. C'est une réflexion qu'on a eue à plusieurs reprises dans le droit, dans la sociologie, dans la science politique. Une réflexion qui s'est amorcée avec la première trilogie de décisions juridiques qui ont été en défaveur de la progression des droits linguistiques en 1986, donc la décision sur la Société acadienne du Nouveau-Brunswick, McDonald et Bilodeau en 1986 qui proposait une interprétation plus restrictive des droits linguistiques en fonction d'un compromis politique. Puis on a beaucoup réfléchi à ça et ça a suscité beaucoup de travaux de la part de politologues et de juristes principalement. La position de la Cour suprême s'est complètement transformée au milieu des années 90. Michel Doucet parle d'une nouvelle trilogie avec Beaulac, Arsenault-Cameron et le renvoi sur la sécession du Québec, où là, on revient à une interprétation plus large et généreuse. On pourra en ajouter plusieurs depuis. Mais là, il y a lieu de se demander si on n'est pas devant une nouvelle trilogie, avec Caron, avec Territoire du Nord-Ouest, la Commission scolaire du Territoire du Nord-Ouest, et, bon, Commission scolaire francophone de la Colombie-Britannique, qui évidemment ne s'est pas rendue à la Cour suprême encore, mais on pourrait imaginer qu'elle se rende. Mais à tout le moins, on se retrouve devant 3 décisions où il y a eu des interprétations plus restrictives des droits linguistiques. Et là, on peut peut-être reprendre à ce moment-ci l'agenda de recherche sur les limites de la judiciarisation, sur les critiques qu'on fait à la judiciarisation, et où on dit qu'il faudrait revenir aux politiques. On l'entend beaucoup dans les organisations communautaires, mais c'est beau revenir aux politiques, mais ce que les organismes communautaires nous disent, ou ce que les acteurs nous disent, c'est que
On a commencé par le politique. Ça n'a pas fonctionné. On est allé au juridique. Ça ne fonctionne pas plus. Comment voulez-vous qu'on revienne au politique? Et je pense qu'il y a là la possibilité de créer un nouvel agenda de recherche. Comment retourner au politique? Et je pense que c'est en renouvelant la recherche par le recours à la comparaison. En politique canadienne, on a beaucoup de réflexions sur le renouvellement du champ d'études de la politique canadienne en passant par la comparaison, en renouvelant des questions, les théories, les concepts, les méthodes, mais sans nécessairement laisser de côté des études plus particulières, plus idiosyncratiques sur nos cas, dans le but d'éventuellement ouvrir la porte à de nouveaux savoirs. Peut-être que des études comparatives nous permettraient de trouver des modèles ailleurs qui pourraient inciter à un renouvellement de l'action politique en francophonie canadienne. Je pense qu'il serait intéressant de voir justement, d'accorder une place pour des perspectives postcoloniales. Donc, ceci étant dit, parce que le projet francophone, c'est un projet colonial, donc c'est d'une complexité, cette question-là, qui m'interpelle, moi, comme chercheur, mais qui, je pense, interpelle aussi le Canada en entier présentement. Donc, ce serait une façon de décantonner les études sur la francophonie, en quelque sorte, c'est-à-dire on a vraiment quelque chose à contribuer à cette réflexion de comment est-ce qu'on passe d'un régime colonial à un régime qui serait réellement postcolonial. C'est-à-dire quelle posture qu'on veut prendre, puis à partir de comment qu'on veut aborder un certain objet. Moi, je pense que quelque chose d'universel, si je peux même m'exprimer ici, sur le fait d'être francophone, d'être francophone au Canada, finalement, c'est la posture de la fragilité, finalement. C'est-à-dire, faut constamment se justifier, se légitimer, hein, comme groupement, comme société ou quoi d'autre qu'on veut parler. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose est-ce que c'est finalement une posture qui vient du centre puis qui s'impose ailleurs ou quoi que ce soit, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'universel, finalement? Il faut se poser la question, parce que c'est une question finalement de choix. Ici, par exemple, moi, je le vois comme... c'est-à-dire, ce que je m'intéresse, c'est notre façon d'atteindre l'universel dans le cas de l'Ontario français, mais je pense que cette posture-là est tout à fait adéquate ailleurs. Mais difficile de moi de vraiment là, juste venir ici pour vous dire, ben voilà, comment que ça se passe, et puis ça devrait, là, je le sais pas. Mais ça demeure le choix, finalement. C'est ça qui est intéressant. Quel est l'objectif de notre réflexion? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on va voir comme conséquence face à notre étude? Voilà. Il y a un projet qui est comme linguistique nationaliste et il y a un projet de justice sociale. Et pour moi, le postcolonialisme revient à ce projet-là, qui est le projet de comment est-ce qu'on transforme nos communautés pour que ce ne soit pas seulement l'égalité des francophones qu'on souhaite, mais que ce soit l'égalité de tous les Canadiens. L'égalité non seulement de tous les Canadiens, mais bon. Et donc, c'est peut-être une version, comme je sais qu'on critique souvent cette vision-là comme étant multiculturaliste, parce qu'on fait des critiques du multiculturalisme, mais pour moi, c'est une des visions qui est importante. Et c'est ce à quoi je me réfère en tant que perspective postcoloniale, qui justement rejoint cette capacité d'entendre l'autre, mais non seulement de l'entendre, mais de renverser ces hiérarchies du savoir, parce que le savoir est hiérarchisé au Canada, où c'est justement... De se dire, c'est des travaux de l'Ouest, là. Donc, mais de renverser ces échelles d'universalité qui font en sorte que ce qui est universel est plus universel là où les gens sont démographiquement plus importants. Je pense que ça fait aussi partie du projet postcolonial. Il y en a qui sont plus universels que d'autres. Il y en a qui sont plus universels que d'autres, en effet. Et donc, voilà.